Alors, t'as trouvé ton job idéal ? J'ai des idées. Après, comment savoir si ça va me plaire ? Dans le Joboscope, on passe les métiers au microscope. Apparemment, on passe environ 30% de sa vie au boulot. 30% d'une vie, c'est beaucoup. Alors faisons en sorte que vos choix de carrière vous donnent envie de vous lever chaque matin. Ça touche un petit peu à tous les domaines. Je fais du développement, je fais de l'analyse, un peu de géopolitique pour essayer de comprendre un peu les différents enjeux. C'est vraiment super varié et c'est ça qui m'intéresse. Moi, ce qui me plaît, c'est la diversité en général. Je travaille avec beaucoup de métiers, de la cyber et de l'IT. Il y a un apprentissage permanent lié à tout ça. Développer des compétences diverses et variées, c'est exaltant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Joboscope par Open Classrooms. Je suis Marion Armango et je suis ravie de vous accompagner pour passer le métier de responsable en sécurité des systèmes d'information au microscope. Avec la montée en puissance du web et des objets connectés, il est plus que jamais nécessaire de se protéger des pirates informatiques. Les métiers de la cybersécurité sont donc très recherchés et les professionnels se font rares. Alors quand on a déjà un bon bagage tech, une spécialisation en cybersécurité peut être un excellent débouché. Pour parler des opportunités du secteur et des spécificités des différents métiers, nous accueillons aujourd'hui Thomas Rocha. Tu fais de la recherche en cybersécurité chez McAfee. Lorraine Lacoula-Bart au téléphone avec nous aujourd'hui, responsable d'une équipe en charge de la sensibilisation et de la conduite du changement chez Sopra Steria. Et enfin, René Thiel, directeur cybersécurité avec 17 ans d'expérience dans des entreprises telles que Sopra Steria, Altran, Sogeti ou encore l'armée de terre. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes prêts à répondre à toutes nos questions ? Ouais. Tout à fait. Bien sûr. C'est parti, on commence avec Lorraine, donc au téléphone avec nous. Tu as un titre assez long, Lorraine, tu es responsable d'une équipe en charge de la sensibilisation et de la conduite du changement chez Sopra Steria. Est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise et nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ton poste ? Oui, bien sûr. Donc, Sopra Steria, on est un des leaders européens du conseil des services numériques et de l'édition de logiciels et on accompagne nos clients dans leur transformation digitale. Donc moi, je travaille plus spécifiquement au sein de la BU cybersécurité de Sopra Steria, dans le cybercentre de Toulouse. Donc on a 2 cybercentres en France, Toulouse et Paris. Côté équipe, on a donc une double casquette, donc celui de sensibiliser les publics techniques ou non techniques aux bonnes pratiques de cybersécurité, parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas au fait des attaques, des menaces, et tout le monde ne sait pas se protéger face aux cybermenaces. Et on a un autre pan qui va de la conduite du changement lié au projet de cybersécurité de nos clients. Donc, quand un projet de cybersécurité arrive dans une entreprise, on doit l'accompagner pour que tout se déroule au mieux, pour que tout le monde appréhende les différents outils mis à sa disposition et comprenne les enjeux du déploiement de ces outils. Merci Lorraine. Alors Thomas, toi tu travailles chez McAfee et tu es chercheur en cybersécurité. Est-ce que tu peux également nous présenter ton entreprise et nous expliquer en quoi consiste ton métier ? Alors McAfee, c'est une entreprise qui est leader sur le marché de la sécurité. On fait des logiciels de sécurité, des solutions de sécurité pour les entreprises, pour les aider à se protéger, à protéger leurs assets, leurs technologies, leurs données contre les cyberattaques. Et donc moi, je suis dans une équipe de chercheurs internationaux et je fais ce qu'on appelle la threat intelligence, c'est du renseignement sur les menaces informatiques, où en fait on va étudier un peu les nouvelles attaques, le profil des attaquants, et puis améliorer derrière nos technologies. Donc c'est de la recherche et du développement, et fournir des informations à tous nos clients concernant les renseignements sur les menaces. Et on a également une partie où on collabore avec les autorités et les gouvernements pour échanger sur ce type d'informations. On va y revenir. Toi, René, donc tu es directeur cybersécurité. Tu as aussi été RSSI, responsable sécurité des systèmes d'information. Tu as travaillé pour beaucoup d'entreprises à Paris, telles que Sopra Steria, Altran, Sogeti ou encore pour l'armée de terre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton métier de directeur cybersécurité ? Alors, durant ces dernières années, j'ai eu 2 grandes parties de carrière. La première dont tu as parlé au sein de l'armée de terre, très technique. Et puis une deuxième partie de carrière dans des ESN, des entreprises de services numériques, aujourd'hui en France, où j'ai été consultant senior, manager. Et donc, dans le cadre de toutes ces missions-là, j'ai été RSSI
donc responsable sécurité des systèmes d'information sur de nombreux projets. J'ai aussi aidé des entreprises dans leur sécurisation. Et donc, les métiers sont variés. Durant ces 17 dernières années, j'en ai fait un certain nombre, d'analystes sécurité, développeurs au départ, puis consultants plutôt gouvernance, donc des missions d'analyse de risque, des missions de sécurisation de projets, de sécurisation informatique, d'audit. Donc d'abord auditeur, puis responsable d'équipe d'audit. Puis après, on évolue effectivement vers RSSI, donc RSSI de projet, RSSI de structure, où on aide des structures à sécuriser leurs assets, effectivement. Donc voilà, nombreux métiers toutes ces années passées. Justement, tu me fais une excellente transition, René, parce qu'on le voit rien qu'avec ton profil, mais on le voit aussi quand on voit vos 3 profils. En cybersécurité, on peut faire de la recherche, on peut faire de la technique, on peut faire du management, on peut être côté stratégie, protection, travailler pour des institutions, des entreprises. C'est très vaste, en fait, comme domaine. Est-ce que pour bien comprendre en quoi consiste votre métier, à chacun, vous pourriez m'expliquer à quoi ressemble une semaine type? Quelles sont vos principales missions à chacun? Peut-être on commence par Thomas. Alors moi, c'est un peu particulier. C'est assez varié. Ça va dépendre en fait s'il va y avoir une grosse attaque d'ampleur qui fait le buzz ou qui va impacter un de nos clients. Du coup, ça va vraiment dépendre. Mais l'idée, c'est que s'il y a une attaque, on va intervenir directement, essayer de chercher des informations pour les aider à bloquer l'attaque, à la contenir. Et puis sinon, ça va être essentiellement de la recherche. Donc par exemple, s'il se passe quelque chose d'un point de vue géopolitique, on va rechercher des informations sur un groupe d'attaquants en particulier ou essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde. Si potentiellement il peut y avoir des attaques sur un secteur d'activité, sur des entreprises en particulier qui seraient la cible de groupes d'attaquants. Donc ça, c'est une grosse partie du boulot. Il y a également aussi la partie recherche et développement. Donc c'est-à-dire qu'on va améliorer nos technologies au jour le jour. On va faire de la recherche sur de nouvelles techniques, des techniques qui pourraient être utilisées dans des malwares ou dans des logiciels malveillants ou utilisées pour pirater des comptes ou des entreprises. Et donc, on va essayer de travailler là-dessus pour améliorer les technologies qui sont déjà en place chez nos clients et contribuer à l'amélioration constante en fait, des solutions de sécurité qu'on propose. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de ces différentes choses là que tu viens de citer? Alors, on peut parler peut-être des attaques qui ont eu lieu ces dernières années, notamment WannaCry, le ransomware qui a touché pas mal d'entreprises en 2017, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un ransomware, donc un logiciel qui chiffre les données des utilisateurs lorsqu'ils touchent le système. Et en fait, ce logiciel malveillant s'est répandu très rapidement parce qu'il avait ce qu'on appelle des mécanismes de propagation. Et donc, ça a touché énormément d'entreprises. Donc là, quand on a un cas comme ça, nous, en tant qu'équipe de chercheurs, on va forcément passer du temps dessus, l'analyser, comprendre ce que fait le malware, comprendre d'où il provient, essayer de savoir quelles sont les personnes derrière, est-ce qu'il y a une motivation particulière. Et donc, pour WannaCry, c'était donc un ransomware qui a été diffusé très largement en Europe et qui a touché beaucoup d'entreprises. On va continuer avec Lorraine. Lorraine, toi, est-ce que tu peux m'expliquer quelles sont tes missions principales? À quoi ressemble une journée, une semaine type? Oui, d'accord. Alors bon, bien sûr, il n'y a pas vraiment de journée qui se ressemble, mais effectivement, on retrouve des éléments qui sont récurrents au sein des semaines. Donc, comme sur mon poste, il y a une partie qui consiste à faire du consulting. Donc, il y a une grosse partie qui est dédiée au suivi des projets des clients, donc sur les livrables, le planning, le suivi financier. Ensuite, il y a une partie qui va être plutôt dédiée à la création de supports de sensibilisation, donc des supports soit web, soit print, qui rentrent en fait dans le cadre d'une stratégie qui aura été définie au préalable avec le client. Donc ça peut être sur des thématiques précises comme par exemple les ransomware, ou ça peut être sur des bonnes pratiques en général, tout dépend de ce qui est demandé. On va aussi contribuer à la création et à l'animation de formations et de sensibilisation d'utilisateurs chez nos clients. Et bien sûr, on a aussi une partie animation des communautés cybersécurité. Donc ça va passer par de l'événementiel ou bien l'animation de communautés online en leur faisant part de l'actualité cyber, par exemple, ou en les tenant au fait des nouvelles techniques pour se prémunir face aux attaques. Il y a une partie veille qui est extrêmement importante pour être toujours au fait des dernières attaques, de ce qui se fait pour se protéger, pour savoir mieux réagir et mieux prémunir. C'est une veille quotidienne? Tout à fait, ouais. Ça va aussi vite que ça, c'est-à-dire qu'en quelques heures... Ça peut aller vite, oui. Ouais, clairement, ouais. C'est une veille quotidienne parce que tous les jours, il y a des nouvelles vulnérabilités qui sont découvertes, il y a des nouveaux logiciels malveillants, il y a des nouvelles techniques qui sont découvertes. Donc ouais, c'est vraiment constant, quoi. Même le week-end. Mm-hmm. René, tu peux nous expliquer, toi, quelles sont tes principales missions et à quoi ressemble ton quotidien, disons? Alors, je vais surtout vous parler du poste qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, celui de RSSI. Déjà, il y a différents types de RSSI. Vous pouvez être le RSSI d'une structure, vous pouvez être le RSSI d'un projet,
Le RSSI peut très bien également être juste une casquette qu'on va donner à quelqu'un de la direction générale qui va déléguer ses responsabilités, en fait, après à des expertises fonctionnelles et techniques. Et donc, l'objectif est assez simple, c'est d'essayer de garantir la sécurité de son périmètre. Alors, si vous êtes RSSI du groupe, c'est de garantir la sécurité de votre groupe, justement de se prémunir de toutes ces menaces, de tous les gens qui veulent du mal à votre entreprise pour des raisons diverses et variées. Et quand vous êtes RSSI d'un projet, parce qu'on développe des applications informatiques, des systèmes et autres, là vous allez vous atteler à garantir que le projet est mené dans l'état de l'art, donc de manière sécuritaire, et faire en sorte que le projet soit un succès en termes de garantie. Parce que lorsque vous développez, admettons, une application informatique, pour qu'elle apporte de la valeur à ses usagers, il faut qu'elle ait un certain service garanti derrière. Si c'est pour développer la meilleure application du monde, mais qu'elle se fasse hacker le lendemain, que vous perdiez toute votre base de données, en dehors des répercussions légales, on parle de GDPR assez souvent aujourd'hui, même si ce n'est pas quotidiennement, vous perdez aussi vos clients. Donc la sécurité, ça apporte de la garantie. Et donc le RSSI, ce qu'il veut, c'est garantir un niveau de sécurité pour le périmètre à superviser. Donc ces journées types, ça va être un peu justement de sensibiliser les gens sur le projet ou dans son groupe. Ça va être aussi de donner les outils à toutes les équipes techniques, donc des outils de veille, des outils de patch management, toujours être à jour au niveau des systèmes utilisés, des technos utilisés aussi, c'est encore de la veille. Et puis après, il va organiser un programme d'audit en général, parce que la confiance n'exclut pas le contrôle, c'est une très vieille phrase qu'on entend depuis, moi je l'entends depuis que j'ai commencé à travailler. Mais donc là, il va s'affairer à vérifier qu'on est bien au niveau attendu de sécurité et que on s'est prémuni, on va dire, des risques majeurs qui pesaient sur le périmètre qui lui incombe. Donc du coup, il va faire auditer, alors peut-être organisationnellement au départ, puis techniquement après, et il va voir si ses attentes sont respectées et si le niveau de sécurité que lui souhaite et que son entreprise souhaite, parce que c'est un compromis, un niveau de sécurité, c'est un compromis entre le coût, ce qu'on sait faire et ce qu'on veut faire. Je ne vais pas rentrer dans l'état des analyses de risque, mais quand on fait une analyse de risque, ce n'est pas juste mettre les risques en lumière, c'est aussi calculer leur incidence en termes de répercussions financières, en termes d'image et autres. Et donc, il va s'assurer qu'on est bien aux objectifs. Et si on n'y est pas, c'est pas Dieu non plus dans l'entreprise, il va faire remonter les risques, les coûts, il va faire remonter tous les problèmes finalement, et puis après, d'un commun accord avec sa direction générale, mener un plan d'action. Il va s'assurer qu'au sein de son groupe, de son entreprise, de son organisme ou de son projet, on est au niveau de sécurité adéquat. Alors adéquat, ça sous-entend aussi qu'il respecte toutes les exigences légales qu'aujourd'hui qu'on a en France et dont on entend souvent parler. Thomas ? Tout le monde devrait avoir quelqu'un en sécurité pour gérer justement les risques. Maintenant, ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Les petites entreprises ou peut-être les startups ne prennent pas forcément en compte la sécurité parce que c'est aussi un centre de coût, bien que c'est censé être là pour protéger justement l'entreprise et puis les différentes technologies de l'entreprise et les données. Par contre, les grosses entreprises sont de plus en plus équipées de RSSI avec une équipe cybersécurité derrière qui assiste le RSSI et qui travaille sur ces problématiques-là. Alors, problème de coût, mais pas que, parce que de ce que j'ai pu comprendre, vous n'êtes pas très nombreux, en fait, dans le secteur de la cybersécurité. Est-ce que c'est pas aussi un des problèmes qui rend votre métier inaccessible aux petites entreprises et startups ? C'est que ça recrute, en fait, beaucoup dans votre secteur. Vous avez des chiffres, des postes manquants, René ? Récemment encore, les chiffres qui étaient annoncés au niveau mondial, c'est on dépasse les 1 300 000 personnes en termes de besoins en cybersécurité. Alors c'est un peu comme avec les médecins, c'est, si vous ne commencez pas à en former il y a 20 ans, vous n'en avez pas aujourd'hui. La cybersécurité, c'est un peu pareil. Quand j'ai commencé, d'ailleurs, on parlait de sécurité des systèmes d'information, et puis c'était un métier dans lequel on arrivait après avoir déjà eu quelques années d'expérience. Donc c'était quelque chose qu'il fallait commencer assez tôt pour pouvoir se spécialiser par la suite. Là, aujourd'hui, il y a toute une gamme de formations en cybersécurité qui émergent, mais si on avait eu ces formations il y a 10 ans, bien sûr qu'il n'y aurait pas ce besoin critique en profil aujourd'hui. Mais il fallait aussi une sorte de révélation aux entreprises qui, pendant des années, sous-estimaient la menace et qui, suite aux grandes attaques... Thomas en a parlé d'une, mais il y en a tellement d'autres et il y en a quotidiennement. C'est pas récent, ça fait quand même déjà quelques années qu'on en entend parler. Ouais. Et en fait, le nerf de la guerre, on y revient, c'est l'argent. Et donc, quand votre entreprise subit un préjudice et perd de la clientèle, a une atteinte à l'image assez forte, qu'elle a du mal à s'en remettre, perd ses systèmes, perd ses données,
Après, elle y réfléchit. Et puis, je peux vous dire que 100% des entreprises qui ont été attaquées ont pris la sécurité comme un sujet primordial par la suite. Mais peut-être qu'il leur fallait une attaque à un moment donné pour s'en rendre compte. Et malheureusement, les petites entreprises n'ont pas toujours la chance de s'en remettre non plus de ces attaques-là. Les chiffres sont plutôt inquiétants par rapport aux attaques dans les entreprises de taille petite et moyenne. Justement, Lorraine, tu as des exemples. C'est quoi une attaque pour une petite entreprise ? Est-ce que tu aurais un exemple concret de... Alors exactement les mêmes que pour les grandes entreprises, simplement c'est plus facile pour un hacker d'entrer dans un système d'une petite entreprise qui n'a pas forcément tous les garde-fous d'une grande entreprise. Et tout simplement, ça peut être le ransomware, comme on a cité tout à l'heure, ça peut être du phishing, donc l'envoi d'un mail qui a l'air tout à fait légitime et qui ne l'est pas et qui renvoie vers une plateforme malveillante. Enfin, ça peut être tout type de problématiques. En fait, les problématiques sont assez similaires dans les petites et les grandes entreprises. La seule différence, ça va être la manière de se protéger. Et une des manières de se protéger, c'est pour ça aussi que mon service existe aujourd'hui, c'est sensibiliser l'humain, parce que la majorité des attaques viennent d'une erreur humaine en fait. Les failles sont créées par l'humain, donc ça peut être des attaques et des failles qui sont créées de manière malveillante par des personnes malveillantes au sein de l'entreprise, mais ça c'est très à la marge. Ça résulte souvent d'une erreur en fait toute simple d'un employé qui ne va pas savoir comment réagir ou qui va peut-être avoir honte de s'être fait piéger et qui cache le problème. Et là, ça peut avoir des conséquences assez dramatiques. Est-ce qu'il y a des entreprises qui peuvent avoir subi des attaques et qui s'en rendent même pas compte ? Bien sûr. Ouais. Oui, quotidiennement, c'est une certitude. Un jour, vous savez, en audit, j'ai posé une question, j'ai demandé des indicateurs sur le nombre d'attaques. Et puis le RSSI m'a répondu ah non, mais nous, on ne subit pas d'attaques. J'ai dit très bien. Bon. Je dis, mais quand même, quelque chose me chiffonne. Est-ce que vous avez des moyens de détection des attaques ? Il m'a répondu, ah mais non, il n'y a pas besoin. Bon, est-ce que vous voyez là où je veux en venir ? C'est que si vous n'avez pas de moyens de détection d'attaque, c'est sûr que vous n'allez pas les détecter. Donc on parle de certains systèmes comme des SIEM, des systèmes en fait qui vont centraliser des événements sur votre système informatique, et derrière il y a une base de données, et on va essayer de dégager des événements, ça va nous permettre de détecter des choses sur le système. Si vous n'avez aucun outil de détection, c'est sûr que vous ne détecterez pas les attaques, et c'est sûr que vous penserez ne pas en avoir, mais c'est 100% garanti, vous en avez. Si vous regardez les fournisseurs d'accès Internet sur leur système réseau, eux, c'est des pétaoctets d'attaques. Bon, c'est énorme pour vous traduire ça. Quotidienne, à la seconde. Donc, eux, ils savent que vous êtes attaqué. Est-ce que pour être bon en cybersécurité, dans vos métiers, responsable cybersécurité, il faut savoir vous-même créer des attaques ? On dit souvent ça, que pour pouvoir défendre, il faut savoir à vous-même attaquer. Est-ce que c'est une vérité ? Même si aujourd'hui le métier s'ouvre à des postes aussi, à des profils qui sont moins techniques, je pense que c'est quand même un prérequis d'avoir une sensibilité sur les techniques d'attaque, la manière dont les attaquants vont essayer de pénétrer un réseau. Je pense que c'est vraiment un prérequis et c'est propre au domaine de la sécurité, puisque en fait on touche un petit peu à tous les domaines de l'informatique quand on met le pied dans la sécurité. Quand je dis qu'on touche à tous les domaines, ça va être aussi bien réseau, système, développement. Il y a vraiment tous les domaines de l'IT qui ont une implication dans la cybersécurité. Même quand on fait de la prévention ou du conseil, Lorraine ? Alors justement, j'allais prêcher pour ma paroisse. Alors moi, je n'ai pas un profil technique. Après, j'ai une forte appétence pour tous ces sujets. Je vais vous donner l'exemple de mon équipe et d'autres équipes qui sont plus des équipes transverses et fonctionnelles. Aujourd'hui, il y a des parcours complètement variés et des personnes issues de plein de milieux différents, pas forcément que des métiers techniques. Ça peut être d'autres métiers d'ingénierie, mais ça peut être aussi des profils plutôt marketing ou gestion de projet. Après, tout simplement parce que mon poste ne nécessite pas effectivement de déjouer en direct une cyberattaque. Mon poste est très centré sur l'humain et la sensibilisation de l'humain. Donc après, effectivement, il faut avoir une très bonne vision sur ce qu'il se passe en cybersécurité, avoir une très bonne connaissance de tout, de l'actualité, etc. Après, mon poste directement ne nécessite pas de compétences techniques, mais par contre, ne pas avoir peur et ne pas avoir froid aux yeux à l'idée de se confronter à la technique, parce que là, forcément, c'est complètement rédhibitoire, car ça reste un domaine technique et voilà. Oui, tout à fait. En fait, le domaine s'étend tellement qu'il y a besoin de profils aussi qui sont moins techniques. C'est très bien ce qui se passe. Et puis de toute façon, face à la pénurie majeure de profils, on est obligé d'arriver vers un modèle de spécialisation et de recruter largement tous les profils, tout qui viennent, y compris les reconversions aussi. Des fois, c'est aussi des très belles surprises. Lorraine, je crois que toi, c'est une reconversion. Alors, c'est un changement de secteur, ça c'est sûr. Donc, t'étais dans quoi avant ? Alors, à la base, j'ai fait des études en communication, marketing et innovation, donc
technique. J'ai eu plusieurs expériences à mon compte et aussi au sein de sociétés de services. Et en fait, j'ai découvert la cybersécurité il y a 1 an seulement. Donc, j'ai fait une grosse montée en compétences sur le sujet. Donc du coup, toi, Lorraine, c'est assez récemment. Mais Thomas, René, la cybersécurité, ça s'est imposé naturellement ? Pour ma part, je bidouillais déjà à la maison avec les premiers ordinateurs qu'on avait. Et puis, ça s'est fait un peu naturellement, quoi. Je cherchais ce que je pouvais faire après le bac. Et puis, je me suis orienté vers une école d'informatique classiquement, quoi. Et René, toi, ça date un petit peu plus. Tu devais être dans les premiers, en fait. T'as fait partie de la première vague. Alors, comme je l'ai dit, donc sécurité des systèmes d'information, à la base, je ne voulais pas y aller, parce que c'était effectivement un métier où on arrivait et où on cassait la fête. Parce qu'on commençait à auditer, on commençait à montrer un peu aux gens les erreurs qu'ils commettaient. Donc déjà, comment je suis arrivé dans l'informatique ? En démontant des PC, vers 14 ans à peu près. De l'informatique. Comme on le fait tous le dimanche d'ailleurs. Et puis à mes 18 ans, école militaire, spécialisation en informatique, développeur. Puis l'administration informatique pour une direction militaire. Et puis après, l'armée a décidé que je serais bien dans la sécurité des systèmes d'information. Alors quand l'armée décide, on y va quoi ? Ça s'appelle une mutation. Donc vous avez vos choix et ils font le leur. Donc j'avais démontré une certaine appétence pour la sécurité informatique. Et donc on m'a gentiment muté à un poste d'analyste en sécurité. Et puis, à mon départ des armées, j'ai pris un poste de consultant en SSI, donc aujourd'hui on dirait consultant en cybersécurité. Et j'ai persisté dans ce domaine, j'ai découvert une autre partie, parce que jusque-là j'étais très technique, j'ai découvert la gouvernance. Donc tout ce qui est stratégie, gouvernance, tout ce qui est politique de sécurité, gestion de projets sécurité et autres. Alors, tu aurais un exemple d'enquête dont tu aurais peut-être le droit de parler. Alors, je sais que là, en plus, il y a l'aspect armé par-dessus. Oh, donc, il y a prescription sur... une enquête où il y a eu des divulgations sur des mails qui ont circulé là où ils ne devaient pas circuler, au sein d'une structure. Et donc là, la mission, c'était de remonter qui était à l'origine de cette information qui était passée d'un domaine à un autre. T'as trouvé ? On a trouvé. Et alors, comment ça se passe ? Il faut chercher les traces, il faut étudier les traces, il faut remonter petit à petit. Et puis après, vous passez la main à des services de police. Donc vous avez au sein des armées un organisme qui s'appelle la DRSD aujourd'hui, qui s'appelait la DPSD, et puis c'est eux, ils font l'enquête policière derrière comme on la connaît. Justement, la police, Thomas, toi tu collabores avec elle régulièrement, il me semble. Comment est-ce que ça se passe, cette collaboration ? Ça consiste en quoi ? Alors c'est principalement avec Europol au niveau européen. Alors déjà, avant de parler de collaboration avec la police, il faut déjà essayer de comprendre un peu qui sont les attaquants, quels sont les types de profils qu'il y a derrière. Donc au début, je disais que je travaillais sur le renseignement sur les menaces informatiques, c'est comme ça qu'on l'appelle, en français en tout cas. Si on reprend l'exemple de ransomware qui est assez visible, il y a énormément d'entreprises qui se font toucher par des ransomware. Derrière, c'est souvent des groupes cybercriminels qui sont organisés, qui vont faire du business, qui vont mettre à disposition ce type de logiciels malveillants. Des personnes vont les acheter derrière et puis les diffuser. Il y a tout un réseau d'affiliates, donc il y a des gens qui vont proposer ce service-là et des gens qui vont acheter ce service. Derrière, c'est vraiment organisé. Donc nous, on va faire des investigations sur ce type de logiciel malveillant, de business. On va essayer de comprendre quels sont les acteurs derrière, comment fonctionne le logiciel malveillant, essayer de récupérer de l'information. Et puis, à partir de là, on va créer un rapport qu'on va pouvoir échanger avec les autorités. Et potentiellement, si on a localisé un serveur, ils vont pouvoir perquisitionner le serveur, récupérer plus d'informations. Et ça se passe comme ça, en fait. Ou alors, ils vont avoir un besoin, ils vont faire appel à nous, ils vont dire, est-ce que vous avez de l'information sur ce type d'acteur, sur ce type d'attaquant ? Et puis, nous, on va faire des recherches, ou alors on a déjà des informations, et puis on va travailler avec eux pour arrêter derrière les méchants. Alors, on peut essayer d'avoir une classification. Il va y avoir ce qu'on appelle la cybercriminalité, où là, comme je disais, ça va être des mafias, des groupes organisés qui vont travailler pour faire de l'argent. Le cœur du business, ce sera de faire de l'argent. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle de l'espionnage industriel, où là, il va y avoir des groupes d'attaquants qui peuvent être sponsorisés par des États. Donc là, on parle d'attaques nation-state, des États-nations. Et donc là, en fait, ils vont être sponsorisés pour attaquer des entreprises, les espionner, récupérer de l'information. Et puis, on pourrait avoir également aussi du sabotage. Tout à l'heure, on en parlait aussi de bombes logiques. On va plutôt parler de sabotage, où là, il va y avoir des opérations qui sont organisées par des groupes d'attaquants pour détruire le système d'information d'une entreprise en particulier. Et ça, ce sera soit motivé pour des raisons financières, soit motivé pour des raisons politiques. Ça va dépendre. Et on risque quoi à travers ces différentes attaques, au pire ? Si je vous disais que vous risquez moins en fait, à mener ce type d'attaque-là,
que de faire un braquage au bureau de café à côté. Ouais, alors qu'on parle de nucléaire, quoi. Après, les risques sont quand même gros. Quand on parle de cybercriminalité, il y a énormément de jeunes qui ont des compétences en informatique et qui vont bifurquer vers la cybercriminalité parce que c'est de l'argent facile. Mais les risques derrière sont vraiment énormes. C'est-à-dire que ça va de 5 à 10 ans de prison, voire plus, en fonction des dégâts. Donc c'est Thomas, pas il est là plus... pour décourager quand même, parce que René, là, tout nous a fait. C'est pas non plus... Non, mais moi, je suis d'avis qu'il faut toujours voir la question de face, ne pas se voiler la face. Quand on est un gouvernement, il faut se poser la question. Aujourd'hui, je suis un hacker de talent. Quel est mon intérêt ? Travailler pour une société ? Faire du bug bounty et gagner un prix ? Ou revendre cet exploit au marché noir ? Et bien justement, vous allez nous parler de ce qui vous plaît dans votre métier pour encourager les personnes qui nous écoutent à prendre le droit chemin. Lorraine, on va peut-être démarrer avec toi. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ton métier, ton quotidien ? Alors, moi, ce qui me plaît, c'est le côté polyvalent de mon poste. Vu que je suis sur une fonction transverse, je travaille avec beaucoup de métiers de la cyber et de l'IT. Donc, à chaque métier, ses enjeux et sa manière de se protéger. Donc, il y a un apprentissage permanent lié à tout ça. Ensuite, ce qui est super intéressant et aussi très gratifiant, c'est de constater, par exemple, en direct, quand une sensibilisation prend sur les gens qu'on a en face. Donc, les gens qui commencent à avoir un déclic, qui commencent à poser plein de questions, qui commencent à s'inquiéter, on les rassure, mais pas trop non plus, parce qu'il y a toujours des enjeux derrière. Et l'idée, c'est pas non plus qu'ils deviennent à leur tour cyber parano. Mais en tout cas, ça donne vraiment du sens au projet et c'est vraiment quelque chose de très tangible. Et après, les différences de niveau aussi entre les différentes personnes, de niveau technique, je parle, ça apporte vraiment du challenge aux échanges et donc la diversité en général, je pense. Et toi, Thomas ? Alors moi, ce que j'aime dans la sécurité, c'est déjà le fait que ça touche un petit peu à tous les domaines. Moi, dans mon métier, je fais du développement, je fais de l'analyse, un peu de géopolitique pour essayer de comprendre un peu les différents enjeux. Je fais aussi de l'ingénierie, c'est-à-dire qu'on va améliorer les solutions derrière. Donc c'est vraiment super varié et c'est ça, moi, qui m'intéresse parce qu'on bosse quasiment jamais sur la même chose et puis on est tout le temps en apprentissage constant. Ça, c'est challengeant et en même temps, c'est ce qui a du charme en fait dans le métier, c'est-à-dire qu'on apprend tout le temps de nouvelles choses, de nouvelles techniques. Donc ça, c'est ce qui me plaît le plus, je pense. Et René ? Je rebondis sur ce que Thomas vient de dire. Développer des compétences diverses et variées en vous, c'est exaltant. On a parlé des aspects positifs, mais négatifs, il y a toujours dans n'importe quel domaine, ou peut-être pas, vous allez peut-être me contredire. Qu'est-ce qui est plus difficile dans votre quotidien ? On est là pour parler avec toute transparence pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaitent faire comme vous de la cybersécurité. Qu'est-ce qui est plus difficile, René ? Déjà, de nos jours, je pense par rapport au passé, on est les bienvenus. C'est-à-dire quand vous avez quelqu'un qui développe un projet et qui doit sécuriser ce projet, il fait appel à vous. C'est déjà une grande différence quand on fait appel à vous plutôt que quand vous vous imposez. Moi, j'ai une partie de ma carrière où je devais aller regarder ce qui se passait. Je devais aller auditer. Et donc, vous êtes un peu, vous savez, cette personne-là qui vient et qui met fin à la fête. De nos jours, c'est quand même plus sympathique parce qu'on fait appel à vous. Ils savent qu'ils ont besoin de nous. Mais c'est vrai que cette partie de ma carrière où on n'est clairement pas le bienvenu, ou alors on avait des gens clairement récalcitrants. Vous connaissez les gens qui sont récalcitrants au changement. Il y avait un peu les gens qui sont récalcitrants à la sécurité. Et ce que je disais, c'est qu'une fois que vous êtes fait hacker, vous êtes beaucoup plus favorable. Lorraine, toi, qu'est-ce qui est plus difficile dans ton quotidien ? Alors, ça va dépendre des gens, mais je sais que pour certaines personnes, le caractère urgent de la cybersécurité peut être quelque chose de compliqué. Moi, je trouve ça assez stimulant de mon côté, mais c'est vrai que des fois, on est lié à des changements très importants côté client ou à des crises cybersécurité où il faut tout reprioriser, tout changer et se mettre à disponibilité uniquement pour résoudre cette crise, tout simplement. Donc ça va toucher pas uniquement mon métier, mais bien sûr tous les autres métiers cyber. Je pense que Thomas et René savent de quoi on parle. Ça, c'est quelque chose qu'il est très important de savoir avant de se lancer dans ces métiers-là. C'est qu'il faut avoir conscience qu'il y a des urgences à gérer très importantes parfois. Oui, il faut être réactif. Tout à fait. René ? Là, j'ai même envie de dire, il faut être intègre et clair avec soi-même aussi pour rebondir sur ce que tu dis. Parce que quand on vous demande un aval sécurité le lundi pour une mise en prod le mardi, soyez professionnel. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir. Tu voulais ajouter quelque chose, Lorraine ? Oui, il faut aussi savoir et avoir la capacité de se remettre en question aussi au niveau de ses acquis et de ses connaissances. Parce que c'est un milieu qui évolue tout le temps, donc il faut avoir quand même un côté résilient aussi et se remettre en question, apprendre et faut pas aimer être dans une routine. Et toi, Thomas ? Alors en fait, avant d'intégrer le lab, je faisais ce qu'on appelle de la réponse sur incident, c'est-à-dire que j'intervenais chez des clients quand il y avait des attaques.
Du coup, ça demande souvent de travailler un peu dans l'urgence, dans le stress, souvent à l'autre bout du monde pour des entreprises et souvent dans des situations vraiment très critiques. Donc en fait, peut-être qu'une des contraintes, mais en même temps c'est formateur, c'était de travailler sous la pression, sous le stress constant de réponse sur incident, à faire des journées par exemple de 14-15 heures quand on est sur un gros incident de sécurité et que le système d'information ne fonctionne plus. Nous, on est là pour aider, pour faire redémarrer tout le système. Et donc là, on est sous des conditions de travail qui peuvent être très stressantes et très fatigantes. Je pense que ça, c'est un petit peu une contrainte du métier de réponse sur incident. Aujourd'hui, c'est toujours le cas quand il y a des attaques pour un client en particulier. Ça remonte jusqu'à chez nous, on va travailler, ça arrive de travailler le soir, le week-end, c'est assez fréquent. C'est contraignant et en même temps c'est challengeant et ça fait partie aussi du métier, on l'accepte. Et je pense aussi que c'est formateur. En tout cas, la réponse sur incident, moi j'arrivais le matin au bureau, on me disait cet après-midi, il faut que tu partes dans tel pays parce qu'il y a une attaque chez nos clients. Ok, j'avais toujours une petite valise qui était prête, j'arrivais chez moi, je la prenais puis je repartais quoi. Non, après c'est vraiment contraignant parce qu'on arrive dans des situations de crise, le stress est vraiment dominant, il faut pouvoir gérer ça, on est avec des gens à l'international, donc parfois les cultures sont pas les mêmes. Donc c'est super enrichissant, super formateur, mais ça peut être très stressant et très fatigant, c'est quelque chose à faire je pense sur une période et après évoluer vers d'autres métiers. Il faut avoir les nerfs solides. Justement, les autres métiers, les évolutions possibles, qu'est-ce que ce serait, René? Tu as déjà un petit peu d'expérience, toi, peut-être tu peux nous en parler. Quelles évolutions on peut faire? Et est-ce que tu penses aussi, un peu comme Thomas, qu'on ne peut pas rester sur ce domaine-là toute une vie parce qu'il faut avoir les nerfs solides, mais ils finissent par lâcher quand même? Pour la réponse sur incident, mais on peut rester dans la cybersécurité. La réponse à un incident, dont parle Thomas, c'est particulier. C'est comme vous êtes trader. Est-ce que vous serez trader 20 ans? Je ne pense pas. Après, les métiers, bien sûr, il y a des sauts d'un métier à un autre. Il y a toute une gamme de métiers. Moi, le dernier emploi que j'ai tenu, il m'a permis de créer un cyberlab, une plateforme de recherche et de développement de compétences pour mes équipes. Une belle aventure. Puis après, il y en a beaucoup aussi qui se lancent dans la création de leur propre structure. C'est aussi tout un autre métier. Moi, je pense que dès qu'à un moment donné, on a la sensation de stagner, d'avoir fait le tour ou de plus développer assez ses compétences, moi, je suis toujours parti du principe qu'après, il fallait tenter une aventure. Et puis pour se remettre en question, développer d'autres points. Thomas? Même en termes de domaine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de sécurité un peu dans tous les domaines. Si on travaille dans une banque, on va avoir des problématiques qui sont spécifiques au domaine bancaire. Si un jour on en a marre, on peut très bien aller dans le domaine industriel ou dans un autre domaine. Donc les problématiques sont propres à chaque domaine. Ça, c'est bien que tu en parles, parce qu'effectivement, moi, j'ai eu le domaine défense, mais j'ai travaillé dans la finance, je travaille dans l'industrie. Vraiment, c'est beau de pouvoir passer d'un secteur à un autre. Ouais, c'est génial, ça. Lorraine, toi, tu envisages comment l'avenir? Tu vois des évolutions, il y a des choses, des perspectives qui te réjouissent? Alors, vu que je suis en charge de mon service, moi, l'avenir, je le vois déjà dans le développement de mon service. Effectivement, comme le disaient précédemment Thomas et René, mon poste peut être appliqué de manière très différente aussi en fonction des secteurs. Donc, moi, aujourd'hui, je travaille avec plusieurs secteurs d'activité, le bancaire, l'aéronautique, le transport notamment. Et donc, faire peut-être davantage de spécialisation sur les différents secteurs dans l'approche. Il y a aussi une approche très importante au sein de mon métier qui consiste en fait à rendre l'approche pédagogique beaucoup plus ludique, parce que les formations, les sensibilisations, ça peut être vu comme quelque chose de très rébarbatif ou même vu comme une contrainte par certaines personnes, parce que les bonnes pratiques, c'est aussi ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est pas forcément vu toujours d'un très bon œil. Donc, nous, on a un rôle aussi d'innovation dans notre offre et notre approche. Donc, ça, c'est plutôt au niveau du service, mais au niveau de ma carrière, à proprement parler, je sais que par exemple, si je souhaite rester dans le groupe Soprasteria, j'ai la possibilité d'évoluer soit sur des différents secteurs d'activité ou de monter en expertise sur mon métier, par exemple. Je sais que le groupe est très grand, donc il y a 45 000 collaborateurs et beaucoup de métiers différents, donc on verra ce que l'avenir me réserve. Mais pour l'instant, vu que ça fait 1 an que je suis sur ce poste-là, il me convient très bien et je souhaite déjà développer mon service avant toute chose. On a un métier aussi où il y a énormément de certifications. C'est-à-dire, vous pouvez très bien être ingénieur de formation, mais après, vous avez un certain nombre de certifications qui vous est ouvert. Moi, je suis certifié ISO 27001 Lead Auditor, donc c'est auditeur. C'est pour mener des audits. Je suis risk manager aussi. C'est pour faire des analyses de risque, donc c'est plutôt pas mal avec la casquette audit. Donc c'est un métier où tout au long de votre carrière, vous allez aussi pouvoir passer des certifications et vous spécialiser dans un domaine et un autre. Vous avez les attaquants qui ont des certifications type OSCP, OSCE et autres. Il y a CISSP pour les RSSI. Je donne des noms et voilà, c'est des certifications en plus de votre formation initiale.
Alors, dans votre profession, vous avez eu des cas, disons, d'usage, des exemples concrets à nous raconter où votre métier dans la cybersécurité a joué sur des choses qui touchent tout le monde de façon très concrète, René ? Je suis arrivé sur un projet qui touchait à quelque chose que tout le monde connaît, c'est les radars en France. Aïe. Et donc, je me suis retrouvé RSSI, donc le fameux responsable de la sécurité du projet. Et donc, quand on parle radar, forcément, vous n'avez pas un très grand fan club. Non. Donc là, quand on commence déjà à dresser la typologie de l'attaquant, c'est-à-dire qui nous veut du mal, vous avez à peu près tout le monde. Okay. Donc ça commence par Jean-Jacques avec sa bombe de peinture qui va opacifier les vitres du radar. Donc là, c'est quand vous faites votre analyse de risque. Ça va passer par Jean-Michel qui est à l'informatique au ministère et qui lui-même ne supporte pas les radars. Enfin voilà, vous devenez parano parce que tout le monde vous en veut. Et donc, vous prenez ça en compte dans votre analyse de risque. Alors, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait appel à toi pour te dire tu dois sécuriser les radars en France. Alors, la France a aujourd'hui un certain nombre de radars en place, ouais. mais développe des nouveaux systèmes de radars. Donc, il y a des projets de développement de nouveaux radars. Et quand il lance un projet de développement d'un nouveau radar, donc le nouveau radar, il fait quoi ? Dans la presse, vous l'avez peut-être vu, la nouvelle génération prend double voix, vous flash aussi si vous téléphonez en conduisant, arrive à vérifier que vous portez ou non la ceinture. Donc là, vous parlez à votre client, vous apprenez tout ça avant même que les gens le sachent. Bon, aujourd'hui, c'est dans la presse, je vous apprends rien. Et donc, dans le cadre du développement de ces nouveaux radars, eh bien, il y a de l'informatique à l'intérieur. Il y a des systèmes informatiques, il y a des capteurs, il y a des systèmes radars, il y a des systèmes de remontée d'informations, ça dialogue. Quand ça prend la photo, elle part quelque part après. Et donc, vous allez réfléchir à comment vous assurer que personne ne peut atteindre à ce système. Est-ce qu'on n'est pas tenté parfois d'expliquer que c'est impossible ? Dans le cadre des radars, par exemple, on aurait envie que tu laisses quelques hackers pouvoir aller récupérer la photo de leur flash. C'est bien que tu me dises ça, parce que justement, voilà, quand tu fais ton analyse de risque, tu te dis qu'il y a un ensemble de personnes qui vont être motivées. Ah là, c'est sûr, oui, tu rassembles. Je peux même vous dire que dans le cadre de ce projet-là, en pleine réunion, il y a un développeur qui a notifié de manière claire ses convictions allaient contre ce qu'il était en train de faire dans l'entreprise. Et donc, il ne voulait pas participer à ce projet. Et il se passe quoi dans ces cas-là ? Il a été sorti du projet. Lorraine ? Je sais que dans notre approche, nous, de sensibilisation, donc on s'est rendu compte que c'était très important, effectivement, de gamifier l'approche et afin de faire adhérer, en fait, tous les publics de l'entreprise aux bonnes pratiques, etc. On essaie de les rendre ludiques. Donc, récemment, on a créé des escape games cyber dans lesquels en fait les gens vont jouer sur une thématique qui peut être liée à leur vie pro. Donc on les met dans la peau du hacker en fait pendant une demi-heure. On leur demande de trouver toutes les informations, de réussir à s'infiltrer sur un ordinateur sans compétences techniques requises bien sûr. Et derrière en fait à l'issue de ce jeu en fait on rebalaye avec eux toutes les thématiques et toutes les bonnes pratiques à mettre en place au quotidien et ça permet de faire vraiment un vrai pont entre ce qui peut se passer dans la réalité et les bonnes pratiques qu'on leur donne. Donc on essaie de rendre les choses un peu concrètes. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui pour sensibiliser les publics. Alors, on est payé combien quand on travaille dans la cybersécurité ? En début de carrière, quand on évolue au bout de quelques années, à Paris, en province, est-ce qu'il y a une différence de salaire ? Thomas ? Grosso modo, à la sortie de l'école, je pense qu'on doit être aux alentours de... je dirais entre 35 000 € à l'année et 45 000 €, peut-être plus pour les meilleurs. Après, ça dépend des entreprises. Les entreprises françaises ont tendance à avoir des grilles pour l'école qu'on a fait ou ce genre de choses. Peut-être que dans d'autres entreprises, ce ne sera pas forcément le cas, donc ça dépend aussi. Lorraine, toi qui viens de te reconvertir dans ce domaine et du coup pour qui c'est assez récent, t'es payée combien ? Alors déjà, je vais juste rejoindre Thomas sur le salaire de débutant, donc entre 35 000 et 45 000. Pour des nouveaux arrivants dans le secteur et des jeunes diplômés, je pense qu'on est autour de ces fourchettes-là. Après, moi, je laisse un petit suspense. Mais moi, je suis sur un poste fonctionnel et du coup, c'est très différent des salaires des métiers techniques. Mais sur des fonctions de ce type-là, je pense que vu mon niveau d'expérience, on est sur ces salaires-là, en tout cas en province. Puisque tu es à Toulouse. Oui, tout à fait. Donc, je m'avance pas sur les salaires parisiens. Après, je sais que récemment, on a réalisé avec Soprasteria un guide en collaboration avec Welcome to the Jungle qui parle de l'ensemble des salaires dans les métiers de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle.
Du coup, à l'intérieur de ce guide, j'ai pu voir qu'il y avait des salaires qui variaient entre 35 et 70 K sur des profils débutants à moyen à confirmer. Donc après, sur les profils très experts, j'imagine que ça peut aller bien au-delà. Alors, quand on est sur une partie plus technique, René, tu as une visibilité, toi, des salaires ? J'ai commencé dans le privé à 34, effectivement, K. Et je suis rapidement passé à 40. Dès que j'ai eu, en fait, les diplômes qu'exigeaient les entreprises françaises. Tu as des chiffres quand même à communiquer. Ça va jusqu'à combien au bout de 10 ans Sur les salaires ? Ouais. Vous savez, j'ai une jeune consultante qui m'a expliqué, en sortie d'école, on lui proposait un poste en Angleterre à 80K, aux États-Unis à $100,000, et nous, on lui proposait en France, ce qui était tout à fait normal, 40K. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi qui partent à l'étranger, où il y a beaucoup d'expatriés, ou alors il y a beaucoup de personnes qui bifurquent vers des sociétés américaines ou étrangères. Lorraine ? Oui, je suis entièrement d'accord. Après, effectivement, ça dépend des entreprises. Les grandes entreprises ont plus de prérequis, peut-être en termes de diplôme. Après, effectivement, à l'étranger, les salaires sont différents. Donc oui, je suis complètement alignée avec ça. Pour terminer, est-ce que vous auriez quelques conseils, attention, je me lance, dites-moi si c'est correct, en hygiène cybernétique ? Correct ? Ah, Thomas me fait des grands yeux. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire. À donner à nos auditeurs. Lorraine ? Je dirais vérifier toujours la légitimité de tous les messages qu'on reçoit, que ce soit SMS, mail ou même appel. Donc vérifier toujours l'expéditeur, le lien vers lequel cela renvoie, le message contenu, est-ce que c'est une offre trop exceptionnelle ou trop merveilleuse pour être crédible. La demande qui est faite est-elle aussi légitime ? On ne va pas vous demander vos coordonnées bancaires normalement dans un mail. A priori, il n'y a pas de raison que ça se passe. Le phishing, c'est quand même une des principales attaques aujourd'hui, et que ce soit sur la vie perso et pro aussi. Ouais. Donc il y a aussi sur le perso que c'est super important. René ? Quand votre banque vous envoie un mail avec 10 fautes d'orthographe à la ligne, bon voilà. Après, je reste persuadé que j'ai un notaire qui a envie de me donner 500 000 € de legs la semaine prochaine. Voilà. Donc le cyberattaquant fait des fautes d'orthographe, quoi. Mais le cyberattaquant fait des fautes d'orthographe, n'a bien souvent pas les bons logos. Après, il y en a qui sont vraiment très bien faits. Oui, c'est clair. Voilà, à un moment donné, j'en avais publié le top 10 de ceux où on pouvait se faire avoir. Mais voilà, lisez ce qui s'affiche sur l'écran, lisez ce qu'on vous envoie, parce que les gens cliquent. Les gens cliquent. Thomas, tu as des conseils, toi ? Simplement, en termes d'hygiène, de sécurité, c'est principalement de faire preuve de bon sens et de se renseigner un minimum. C'est pas compliqué de regarder un peu ce qui se passe et puis de faire attention à ce qu'on reçoit, aux liens sur lesquels on clique. Juste bon sens et se renseigner un petit peu, quoi. C'est bien, vous restez très accessible dans vos conseils. René, pour terminer ? Alors, si vous avez vraiment envie d'en savoir plus, j'ai parlé de l'ANSSI. Il y a un MOOC en ligne de sensibilisation qui est fantastique. Qui s'appelle comment ? Secnum Academy, ça s'appelle, tout simple. Secnum Academy. Je demande, moi, à tous les gens qui travaillent avec moi de passer ce MOOC, qui fournit une attestation de suivi. Franchement, c'est très bien fait. Les gens sont sensibilisés vraiment au sujet à la fin. Certains volets sont un peu plus techniques que d'autres. Mais voilà, c'est pour les gens qui ont vraiment envie de se mettre au goût du jour, de se sensibiliser, de connaître les règles d'hygiène. Vous avez aussi sur le site tout simplement un livret, les règles d'hygiène. Mais surtout Secnum Academy, je vous le conseille. Par simple curiosité, est-ce que l'un d'entre vous s'est déjà fait avoir a déjà subi une cyberattaque voilà, a déjà cliqué sur le mauvais lien, entré ses coordonnées bancaires Ah non, pas les coordonnées bancaires. Mais cliquer sur le mauvais lien, oui. Lorraine, toi aussi ? Alors non, jamais les coordonnées bancaires parce que j'ai toujours été très vigilante, mais par contre, quelqu'un a déjà dupliqué mon profil Facebook à l'époque, il y a quelques années. Donc il y a des amis à moi qui se sont fait avoir en pensant que c'était moi. Thomas ? Il me semble que j'avais dû me faire avoir pour un cadeau de Noël, un truc comme ça, sur un faux site. Ah, mais vous me rassurez, merci. Ouais, c'était... Donc... j'ai dû me faire avoir comme ça une fois. Donc même vous arrivez à vous faire... Ah oui, ça fait mal à l'ego, mais... Après, on devient parano, en fait. Merci pour votre attention honnêteté. À tout. Merci à tous les trois. Merci. C'est déjà la fin de cet épisode du Joboscope consacré aux différentes spécialités du secteur de la cybersécurité. Merci à Lorraine Lacoula-Barthes, Thomas Rochia et René Thiel d'avoir témoigné.
Si ce podcast vous a donné envie d'accéder à un poste à Bac+5 en cybersécurité, sachez que cette formation diplômante est disponible sur openclassrooms.com. Elle se fait en ligne en 1 an ou alors en 2 ans en contrat de professionnalisation. Ce master est en partenariat avec l'Université de technologie de Troyes qui délivre ce diplôme universitaire sur Open Classrooms. Vous êtes accompagné de manière individuelle par un mentor qui exerce votre futur métier et vous avez l'emploi garanti. Si 6 mois après votre diplôme, vous n'avez pas trouvé d'emploi, Open Classrooms vous rembourse votre formation. Ce podcast vous a aidé à y voir plus clair dans vos choix de carrière. Laissez un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Cela aidera d'autres personnes à le trouver. On se donne rendez-vous très vite pour passer un nouveau job au microscope.